Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Florence Portelli. Bonjour Florence Portelli. Il faut bien le dire, vous n'êtes pas très connue du grand public et vous êtes candidate à la présidence du parti Les Républicains. Vous êtes également maire de la commune de Taverny dans le Val d'Oise que vous avez enlevé à la gauche en 2014. Vous avez été porte-parole de François Fillon lors des primaires de la droite, puis de la présidentielle. Vous avez été fidèle jusqu'au bout à François Fillon. Vous aviez cependant choisi, pour des raisons que vous nous expliquerez tout à l'heure, de ne pas être présente à la grande manifestation du Trocadéro. Et puis vous avez été ensuite porte-parole de François Baroin lors des élections législatives. Vous êtes également vice-présidente du groupe des Républicains à la région, au Conseil régional Île-de-France. Vous êtes proche de Valérie Pécresse, vous êtes passionné de musique, vous jouez du piano, vous jouez de l'orgue et vous présidez l'Orchestre national d'Île-de-France. Sur le plan politique, vous vous situez donc dans la lignée de François Fillon et aussi de Philippe Séguin. Vous prônez donc une droite forte, une droite régalienne, fière de ses valeurs et qui se tourne vers les classes populaires. Voilà, vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame, et par Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. C'est Laurent de Boissieu qui vous pose la première question pour La Croix. Vous êtes candidate à la présidence des Républicains, grand parti de droite. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, être de droite? Qu'est-ce que ça signifie? En tous les cas, ça ne signifie pas de la qualifier à tout prix, de dire qu'il faut être à la droite, droite dure, droite molle, droite je ne sais quoi. On est de droite parce qu'on partage certaines valeurs, notamment par rapport à la liberté, par rapport à l'attachement à l'autorité de l'État. Il y a des valeurs qui nous sont communes. Et en même temps, il existe plusieurs droites aujourd'hui. Ça, vous le constatez, Florence Portelli. Ça fait longtemps que je le constate. C'est pas uniquement parce que j'ai lu René Raymond, mais sincèrement, ça se constate depuis longtemps. Et je crois que le problème, justement, de notre parti politique, c'est qu'il est né de l'UMP et que l'UMP était un parti de fusion de différentes lignes. Avec le centre. Avec, le centre, démocratie libérale, le RPR, l'UDF, en grande partie. Et cette fusion a créé de la confusion. C'est-à-dire, on a gommé les différences, on n'est pas allé au bout, justement, de l'utilité de ces différences. Et à partir de là, on a créé une machine électorale qui ne s'est pas penchée sur les problèmes de fond et qui, à mon avis, n'a pas répondu à des problèmes que nous avions soulevés dans les années 90. En un mot, Florence Portelli, vous regrettez l'époque du RPR? Il faut un parti pour chaque droite. Laurent de Boissieu. Il y a Boissieu. plusieurs droites. Il faut un parti pas pour chaque droite. Pas forcément, mais en tous les cas, il ne faut pas à tout prix gommer les différences ou les masquer, sous prétexte qu'il faudrait fusionner les différentes tendances. Je crois qu'il faut déjà commencer par définir une ligne. Une ligne, ça prend du temps. Et le problème que nous avons aussi aujourd'hui, c'est le quinquennat, la rapidité, l'immédiateté, ce qui fait qu'on bâtit souvent des programmes intéressants sur le plan macroéconomique, mais qui ne vont pas très loin sur le plan des problèmes de la société, des problèmes structurels à la France. Et dégager une ligne va nous prendre énormément de temps. Je pense que celles et ceux qui prétendront le contraire sont des menteurs. Vous vous situez dans le long terme. Romain Mazenot, RCF. Vous dites aussi que vous voulez démocratiser le fonctionnement du parti. C'est pas très dur. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Comment faire concrètement? Florence Portelli. Vous savez, encore aujourd'hui, moi, quand je vais à certaines réunions de parti, j'ai l'impression d'être au temps du RPR quand j'étais gamine. Vous allez Carrément. Vous avez des grandes messes, il y a des chapeaux à plumes sur des estrades. Vous écoutez la divine parole, vous ne dites absolument rien. Puis à la fin, on vous dit, au fait, vous pouvez toujours poser 2-3 questions. Donc le pauvre militant, il essaie de poser une question, on lui dit surtout ne soyez pas très long quand même. Mais c'est pas la culture bonapartiste qui était non, moi celle je du suis parti, plutôt attachée à la droite bonapartiste. Et pour autant, j'écoute les gens et au contraire... Mais il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle, c'est surtout que je trouve ça assez prétentieux de croire qu'on a la vérité absolue et qu'on n'écoute pas les gens. Et puis surtout, ça ne les intègre pas dans la vie du parti. Donc il y a déjà un problème d'attitude. Il y a le problème de la place des fédérations. C'est un parti extrêmement jacobin qui fonctionne de manière ultra verticale. Je pense que... Encore une fois, vous êtes bonapartiste peut-être sur le fond, mais ce que vous mettez en cause, c'est justement, en effet, l'héritage bonapartiste issu du RPR, un parti avec un chef charismatique qui, à la limite, pendant l'élection, le chef s'impose de lui-même. Bonapartisme, mais je ne suis pas sûre que ça se résume à ça. Mais, ça ne se résume pas à ça, mais c'est une... En un mot, Florence Portelli, vous voulez plus de démocratie? Plus de démocratie au sein d'un interne, grand parti que vraiment de les droite. jeunes, par exemple, aient un budget autonome, que les fédérations aient un budget autonome, que quand on est en train de bâtir le programme ultramarin, on s'adresse aux ultramarins et que ce ne soit pas les ultramarins qui attendent que Paris leur dise
disent quoi faire dans leur territoire. Enfin, vous voyez, il y a quand même qu'on écoute les oppositions municipales, qu'on ne sait pas aider pour reconquérir les territoires. Moi, j'aimerais qu'il y ait un service juridique avec des avocats dédiés à la reconquête des villes pour aider les opposants à faire des recours auprès du tribunal administratif contre leur maire quand il y a évidemment Vous voulez qu'il y ait une machine qui se mette en place, quoi, pour de vrai? Non, mais une machine vraiment au service, et pas pour se servir, où le fait de ne pas être à Paris ne soit pas grave. C'est un parti très parisien. Vous êtes maire de Taverny dans le Val-d'Oise. Oui, mais alors je vais vous dire une chose, il n'y a pas que la province qui est un peu ostracisée, même la banlieue et encore plus la Grande Couronne. Dès que vous passez le périphérique, vous avez l'impression d'être très éloigné de la vie parisienne. Alain Baron, justement, c'est la radio parisienne, Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, il y a 6 candidats déclarés pour la présidence des Républicains. Comment vous allez faire pour vous distinguer? Quelle est votre stratégie? Bon, alors déjà, on est candidat à la candidature. C'est comme la Coupe du Monde, et il faut se qualifier. Oui. Bon, on verra qui arrive à se qualifier. Moi, il faut des parrainages, il faut 2500 à peu près parrainages répartis sur une quinzaine de fédérations et 13 ou 14 parlementaires qui vous parrainent. Vous êtes bien parti là-dessus? Très bien. Bon. Mais pourquoi? Parce que pour les militants, je ne suis pas d'inconnu. Et ils m'ont connu comme porte-parole de François Fillon, porte-parole pendant les législatives, et je n'ai pas déserté. Ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Et ils m'ont vu sur le terrain, ils m'ont vu faire campagne. Et à partir de là, forcément, j'ai des facilités à avoir les parrainages. Et d'ailleurs, ma candidature, à la base, est issue d'un appel des militants. Alors moi, on est venu m'interpeller plusieurs fois, même via les réseaux sociaux, en disant « Mais pourquoi ce ne serait pas vous ? On a aimé votre loyauté, votre fidélité, parler comme on aimerait qu'on parle. Vous êtes très clair sur un certain nombre d'aspects. On aimerait que ce soit vous. » D'accord. Laurent de Boissieu, La Croix. Alors, il faut des parlementaires, vous le disiez, pour parrainer les candidatures à la présidence des Républicains. Mais justement, les parlementaires, les Républicains en ont de moins en moins. Déjà, il y a eu une défaite législative. Et ensuite, certains sont allés sur un groupe dissident, les constructifs. Que faut-il, selon vous, quelle doit être l'attitude du parti vis-à-vis de ceux qui ne sont pas allés au groupe du parti? Bon, déjà, les autoproclamés constructifs, faut quand même dire ce qu'il y a, c'est une grande arnaque, le mot de constructif. Pour moi, il y a deux catégories de constructifs. Il y a le constructif qui pourrait se repentir et qui s'est égaré, qui n'a pas pris le bon chemin, et qui, de bonne foi, croyait sincèrement que ça montrait une droite ouverte. Je n'ai pas de nom en particulier, mais enfin bon, il y en a qui, sincèrement, croyaient que c'était une manière d'être justement constructif. Moi, je ne partage absolument pas ce point de vue-là, mais en tous les cas, je leur laisse la présomption de bonne foi. Et puis, il y a ceux qui sont directement partis au gouvernement ou qui ont voté la confiance au gouvernement, ce qui n'est pas le cas de tous les constructifs, ou qui ont orchestré tout cela, comme ça a été le cas de Thierry Solaire. Pour moi, ces gens-là, ils sont dehors. Ils sont dehors. Et d'ailleurs, au bureau politique, contrairement à mes collègues, j'étais la seule ou une des seules, on devait être peut-être 2 ou 3, à être pour leur exclusion directe. C'est-à-dire, de toute façon, ils ne sont plus déjà chez nous. On ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Le don d'ubiquité, ça n'existe pas, même en politique. Et des gens qui, en plus, ont eu l'immoralité de faire campagne avec l'argent du parti, qui ont reçu de l'argent du parti, qui ont signé un papier s'engageant à rentrer au groupe des Républicains, et qui, à peine élus, au nom de la constructivité, de la morale et de l'éthique, se sont assis sur leurs engagements. Ces gens-là, ils n'ont plus leur place chez nous. Et à un moment, il faut dire les choses. Si on vous écoute, ils auraient dû être tout de suite exclus. Parce qu'on a peur, je crois, enfin certains d'entre nous, peur d'être brocardés, que les constructifs fassent entendre leur argumentation particulière, qui est de dire que ce sont des victimes, qu'eux sont ouverts, regardez, les autres sont méchants, ils vont nous exclure. Donc il y a un moment, quand vous prenez 20 coups de couteau dans le dos, vous n'êtes pas obligé de dire merci à tous les coups. Donc pour moi, c'est simple, c'est dehors. Il faut sanctionner. Romain Masneau, RCF. Le grand favori à la présidence qui était contre leur exclusion, d'ailleurs, c'est Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez. Quelle est votre principale différence avec lui ? Alors déjà, moi, je ne connais pas de grand favori parce que je n'ai pas lu de sondage des adhérents. Ça n'existe pas. Et de mémoire récente et plus ancienne, je vous conseille sincèrement de vous méfier des favoris. En général, le destin ne leur est pas forcément favorable. Bruno Retailleau, par exemple, il pourrait se présenter... A priori, non. Mais de toute façon, très proche de François Fillon, dont vous étiez proche aussi pendant la campagne. Non, a priori, non. Mais de toute façon, moi, je ne me situe pas par rapport à un tel ou un tel. Ça ne m'intéresse pas. Après, moi, peut-être une différence dans les différences de fond avec d'autres candidats. Déjà, encore une fois, j'étais là sur le terrain pendant les 2 élections. Et les autres, je ne les ai pas tous forcément vus sur le terrain. Ils étaient un peu perdus de vue. Quand on dit
il faut savoir incarner un certain leadership, être ferme. Pourquoi n'ont-ils pas prôné l'exclusion de ceux qui étaient au gouvernement Macron ? C'est curieux pour des gens extrêmement fermes et qui entendent incarner une ligne et un cap. Donc là-dessus, il y a des différences. Et puis surtout, moi, j'ai mon programme, j'ai ma ligne sur la démocratisation du parti, mais également sur la façon d'envisager les problèmes de la société. Moi, je crois qu'entre le fait que Macron ait pris une grande partie de notre programme économique et que Marine Le Pen se soit positionnée très tôt sur les problèmes d'identité, nous avons une marge importante qui est de résoudre les problèmes liés à la fracture sociale, aux fractures des différentes France périphériques, fractures entre la France rurale et la France urbaine, entre la France déclassée, désindustrialisée et les autres. Moi, je crois que ce sont des thèmes extrêmement importants auxquels on n'a pas su répondre et qu'il est urgent enfin d'apporter des réponses. On va les reprendre. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Précisément, vous avez cité Marine Le Pen. Quelle est votre position sur le Front National ? Parce que c'est un débat qui mine les Républicains depuis longtemps. Et aucun contact, aucune compromission. Non, pourquoi alors déjà, primo, c'est absolument pas mes idées. Mais pourquoi avoir des contacts avec des gens qui ne prospèrent que sur notre mort politique ? Je vous ai dit que j'étais pas masochiste vis-à-vis par rapport au constructif, et c'est pareil pour Marine Le Pen. Des gens qui prospèrent sur les ruines d'un parti politique sont a priori pas nos amis. En tout cas, ce ne sont pas les miens. Et puis, il se trouve que sur le plan idéologique et sur le plan aussi économique, je ne suis pas d'accord avec cette dame. Après, j'ai le respect de ses électeurs. Je ne suis pas détentrice de la pensée unique. J'ai mes opinions, mais je respecte ceux qui ne pensent pas comme moi. Laurent de Boissieu, La Croix. Il y a un vrai débat stratégique qui est intéressant d'ailleurs au sein de la droite depuis longtemps, c'est de savoir si le retour au pouvoir passe par la reconquête d'électeurs centristes qui sont partis chez Macron, en l'occurrence cette année, ou d'électeurs au contraire qui sont partis chez Marine Le Pen. Comment vous vous situez dans ce débat-là ? Quel est le principal électorat qu'il faut reconquérir pour que vous reveniez au pouvoir ? Florence Portelli. Je pense que ce qui est terrible pour la droite, c'est qu'elle s'est coupée des classes populaires. Elle s'est coupée des classes populaires parce que déjà, elle a un discours qui est assez caricatural parfois. C'est pas tellement un problème de fond, c'est souvent un problème de forme. Moi, j'aime beaucoup cette phrase qui dit que les vrais, les seuls regards d'amour sont ceux qui nous espèrent, ceux qui nous envisagent et qui ne nous dévisagent pas. Je crois que c'est très important quand on parle... Elle est de vous, cette phrase ? Pas du tout. Bon. Quand on parle des fonctionnaires, par exemple. Moi, je suis maire, je suis aussi au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Quand je suis arrivée dans ma collectivité, la masse salariale était à peu près l'équivalent de 70% des dépenses de fonctionnement. Donc chez vous, c'est la ville de Taverny dans le Val d'Oise, je rappelle. 25 000 habitants. Gestion très soviétique, qui avait 27 000 habitants, qui avait avant mon arrivée. Évidemment, ce n'était pas un mode de fonctionnement souhaitable parce que ça ne me dégage aucune marge d'autofinancement. Enfin, plus personne ne gère comme ça. En revanche, je ne vais pas arriver en disant les fonctionnaires, on va tous les mettre dehors. Enfin, déjà, c'est complètement idiot. De deux, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Par exemple, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Quand vous avez votre directeur des services techniques qui part à la retraite, comment voulez-vous ne pas le remplacer ? Donc, ce n'est pas si automatique que ça. De trois, je pense qu'on peut critiquer certaines dérives du statut, mais que le statut permet tout de même un équilibre entre les territoires et que les communes les plus riches ne captent pas les fonctionnaires issus les mieux placés sortis du concours. Et enfin, on peut réduire la masse salariale, mais en même temps, regarder quels sont les endroits où il est important de maintenir un service public. Je crois que là-dessus, il faut qu'on ait un regard qui soit plus intelligent et qui soit surtout moins stigmatisant. Et là, je prenais l'exemple de la fonction publique, mais de manière plus générale, quand par exemple, on prône la réduction des déficits, moi, je ne suis pas à la réduction des déficits, la réduction de la dette. Là-dessus, le programme de François Fillon m'allait très bien. Mais on ne peut pas d'un côté dire cela et ne pas se poser la question des bas salaires, ne pas se poser la question du déclassement d'une partie de nos classes moyennes. On ne peut pas non plus dire il faut partir à la retraite plus tard et pas entendre qu'une grande partie de nos seniors et de nos jeunes seniors n'arrivent pas à retrouver un emploi. Alors qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un de 60 ans qui rêverait de travailler, qui reçoit sa 100e lettre de rejet de candidature parce qu'il y a 60 ans, même avant, même à partir de 50 ans, parfois on est rejeté par le système. Et nous, on va leur dire quoi ? Bande de fainéants, il faut travailler jusqu'à 67 ans. Ça, ce n'est pas audible. Donc là-dessus, il y a un vrai travail à faire. Vous avez quand même soutenu François Fillon pendant très longtemps, et là, vous nous dites qu'il faut être attentive aux fonctionnaires, aux bas salaires et aux seniors. Il ne faut pas les faire partir trop tard. Je pense que notre programme était un peu boiteux. Boiteux ? Oui.
On avait une jambe sur le plan de la réduction des déficits, sur le plan de la réforme du Code du travail, sur pas mal de sujets qui étaient extrêmement courageux, et je pense qu'il ne faut pratiquement pas en changer une virgule. Mais en revanche, il manquait à mon avis, le renforcement de la branche sociale. Et encore une fois, la lutte contre la fracture territoriale, moi j'y suis très attachée. On ne peut pas à droite parler d'identité, faire des bonds de cabri en parlant d'identité, et par exemple ne pas parler de culture. On ne peut pas non plus aussi mener une politique sociale avec d'investissement, forcément. C'est aussi de l'argent qui est souvent derrière. Et en même temps, garder le programme tel qu'il était de François Fillon. Pourquoi ? Je donne François Fillon a d'ailleurs commencé à pas amender son programme, mais à le préciser, parce qu'on avait le programme des primaires, et après on devait avoir le programme de la présidentielle. Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas pu s'exprimer. Parce qu'il y a eu les fameuses affaires. Je prends l'exemple des petites retraites et des pensions de réversion. On avait prévu de les faire passer à 1 000 €. On a été totalement inaudible. Moi, je n'ai pas réussi sur un seul plateau télé à pouvoir parler de cette mesure qui nous était chère. Et c'était tout à fait compatible avec le programme de François Fillon. Une toute dernière question rapide de Romain Mazneau, RCF, pour une réponse rapide. Alain Juppé s'est alarmé à plusieurs reprises de la place de Sens commun au sein des Républicains. Quel doit être le rôle de Sens commun, selon vous, Florence Portelli? Alors, déjà, moi, je suis toujours frappée qu'on prône le respect de la tolérance en étant intolérant. Moi, je ne vois pas pourquoi Sens commun ou tel courant n'aurait pas sa place. Je n'ai aucun racisme. Et, moi, je ne fais pas partie de Sens commun. Mais après, chacun sa façon de voir. Et à partir du moment où on suit la ligne officielle du parti, on a sa place. Le problème, c'est ceux qui s'en détachent, ceux qui ne veulent pas en être. Dans ce cas-là, ils n'ont plus leur place. Mais passer son temps à montrer du doigt, moi, ça ne fait pas partie de ma philosophie. Je n'aime pas, comme je vous le disais, stigmatiser. En plus, honnêtement, le rôle de Sens commun a été extrêmement grossi. Je vous dirais moins très important franchement. qu'on ne l'a dit. Bien sûr. Le Trocadéro, c'était pas Sens commun, par exemple. Déjà pas que. C'est faux. C'est vraiment archi faux. Et même pendant la campagne de François Fillon, quand on avait des réunions, moi j'avais des réunions de l'équipe Riposte puis de l'équipe Porte-Parole, j'ai jamais vu quelqu'un de Sens commun. Alors ça ne veut pas dire que s'ils avaient été là, ça aurait été mal. En tout cas, c'est faux. C'est un mensonge de dire qu'ils étaient là, qu'ils étaient chez présent. On essayait d'en faire une secte qui avait lobotomisé François Fillon. Déjà, c'est insultant pour François Fillon. Et en plus, c'est archi faux. D'accord. Très bien. Merci pour cette précision. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Florence Portelli. Je rappelle que vous êtes candidate à la présidence des Républicains. Nous allons marquer une première pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Florence Portelli. Florence Portelli, maire de Taverny dans le Val d'Oise et candidate à la présidence des Républicains. Elle est interrogée dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazneau pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, on a rappelé tout à l'heure que vous aviez soutenu M. Fillon jusqu'au bout. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, vous qui avez vécu ça à l'intérieur? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné finalement? Où cela a péché? Est-ce que c'est les affaires? Est-ce que c'est un complot? Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est le programme boiteux que vous évoquiez tout à l'heure, Florence Portelli? Non, parce que je pense que quand même c'était un bon programme et que c'était un programme courageux et qu'il aurait mené la France vers des cieux et des horizons un peu plus glorieux que ceux vers lesquels nous nous acheminions avec le gouvernement Macron-Hollande. Donc moi je ne regrette pas ce programme, je ne regrette pas d'avoir soutenu François Fillon. On a fait une très belle campagne des primaires. D'ailleurs tout le monde a dit à ce moment-là qu'il avait surclassé les autres pendant le débat. Sur la politique étrangère, il avait des positions qui me convenaient. À titre humain, c'est quelqu'un qui, avec moi, a toujours une attitude extrêmement respectueuse. Et voilà, je ne vais pas les cracher dans la soupe après. Je trouve ça assez écœurant de voir certains le faire sans aucune pudeur. Il y a eu complot pour vous? Bien sûr. Bien sûr. Alors, je ne dis pas le fond, ce qui s'est passé ou pas. Moi, je ne suis pas juge. Donc, je n'ai pas à me prononcer là-dessus. En revanche, pourquoi ça sort à cet instant-là, alors que ça fait 36 ans qu'il est dans la vie politique, que certains faits sont connus, notamment l'emploi de son épouse au Sénat, au Parlement. Les costumes, ça vous a surpris quand même, Florence Portelli? Oui, les costumes, ça m'a surpris, mais enfin, pourquoi on a été le traquer comme ça, ce qui n'a jamais été fait entre parenthèses pour d'autres, et ça faisait vraiment chasser, mais c'est surtout la façon dont c'est sorti. Donc, ça a été soigneusement orchestré, feuilletonné. Encore une fois, je ne me prononce pas sur le fond. Moi, je ne suis pas magistrate, même si je rappelle qu'à la base, qui fait du droit pénal et de la procédure pénale, on instruit à charge et à décharge, et que le doute est consubstantiel à la procédure pénale. Et là, le doute, en l'occurrence, a été largement oublié et occulté, ce qui était assez choquant. D'ailleurs,
pense que m'adressant à des chrétiens, ça pose aussi des questions philosophiques et éthiques. Mais en tous les cas, sur la façon dont ça s'est déclenché, il y avait probablement des gens qui étaient à la manœuvre. Et la loi de confiance dans la vie publique, si vous étiez député, vous l'auriez voté avec les emplois familiaux et... Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Alors le problème, c'est que maintenant, parler de ça sereinement, c'est très compliqué parce que vous êtes livré très vite à la vindicte populaire. Et en plus, il y a, pour permettre à un membre de l'Assemblée de la République En Marche de garder son poste à un conseil d'administration, je crois, de la Caisse des dépôts, ils ont quand même réussi à faire passer un amendement. Donc la moralisation, elle est ça dépend des matins, des soirs. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'hypocrisie. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'on parle de moralisation, par exemple, sur le nombre de mandats dans le temps. Au début, ils étaient quand même partis pour que les maires soient élus sur 2 mandats successifs. C'était quand même la première mouture proposée. Et on nous parlait de moralisation. En quoi le fait de faire 3 mandats, de se dévouer au service de ses concitoyens, était immoral. Donc l'esprit robespierriste ambiant, ça me choque profondément. Après, qu'on assainisse la vie politique, tant mieux. Il y a des pratiques qui ne sont pas acceptables. Sur les emplois familiaux, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Le problème, ce n'est pas l'emploi familial. Alors, je trouve que la terminologie est assez curieuse. Le problème, c'est l'emploi fictif. Et il y a des tas d'emplois qui sont, hélas, fictifs et qui ne sont pas forcément familiaux, comme il y a des emplois familiaux qui ne sont pas fictifs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hypocrisie sur ce sujet, mais qu'il faut moraliser la vie politique. Moi, quand je suis devenue maire, je n'ai pas de voiture de fonction, j'ai baissé mon indemnité et tout est transparent à la mairie de Taverny. Je peux vous dire que ce n'était pas le cas avant. Laurent de Boissieu, La Croix. Sur le fond, un des débats à droite, ce sont les questions de société. Alors, on parlait de sens commun, mais il n'y a pas que sens commun qui est impliqué dans ces questions-là. François Fillon voulait réécrire la loi Taubira sur le mariage pour tous. Alain Juppé, lui, comme Valérie Pécresse aujourd'hui, disait la droite, c'est le pouvoir, ne doit pas y toucher, ne doit pas mettre ça dans son programme. Quelle est, votre position sur ce point précis ? Alors, je pense que la loi Taubira n'était pas une bonne loi et qu'elle a été extrêmement clivante. Et ce qui m'avait choqué surtout, c'était la façon dont on devait en débattre. En fait, on ne devait pas en débattre. C'est-à-dire que forcément, on devait être pour. Donc déjà, il y a un problème de pensée unique dans ce pays. Sur d'autres sujets, moi, je suis violemment opposée à la peine de mort. Mais je comprends que des gens soient pour. Je ne partage absolument pas ça. Il faut en parler, mais je ne peux pas venir de manière dictatoriale en disant que voilà ce qui est bien, voilà ce qui fait partie du droit chemin. Enfin, c'est quand même insupportable. Donc la question était je pense votre position. On en a beaucoup souffert. Après, je fais quand même une précision. François Fillon ne réécrivait pas la loi Taubira. Il réécrivait le passage concernant l'adoption. Tout à fait. Pour revenir à l'adoption simple. Exactement. Et non pas rester à l'adoption plénière, ce qui me paraissait être une bonne position. Donc je pense aussi que ça... c'était évidemment fait exprès, mais qu'on a extrêmement caricaturé, si tant est que ce soit caricaturable, sa position sur la loi Taubira. Après, quand on prend la loi Taubira telle qu'elle existe aujourd'hui, elle a créé des droits. Et revenir sur des droits des situations me paraît strictement impossible. Et je pense qu'en revanche, il va falloir que nous soyons extrêmement vigilants sur tout ce qui concerne la GPA et la PMA. Non, on n'en vient pas, y compris sur l'adoption. Mais je pense que c'est impossible. Hein. Vous allez dire quoi ? Vous rendez votre enfant, enfin bon. On ne peut pas revenir. Anna Baron, Radio Notre-Dame. Oui, vous disiez tout à l'heure que M. Macron avait pris une partie de vos idées en matière économique, notamment la réforme sur le Code du travail. Là, c'est une réforme que vous approuvez ou que vous auriez pu... Alors, Florence Portelli. Je pense que ce serait très hypocrite de la part de la droite et de notre part, nous qui avons soutenu François Fillon, de dire que la réforme du Code du travail ne va pas dans le bon sens, ce qu'on réclamait. Après, il va falloir être très sensible au volet formation, parce que c'est consubstantiel à cette réforme du Code du travail. Qui doit être annoncée dans quelques semaines. Oui. Et après, moi, j'ai d'autres inquiétudes. L'économie, c'est un cercle vertueux. Et il y a le problème du matraquage fiscal dans ce pays, qui est quand même très impactant sur la consommation. Il y a le problème de l'économie des collectivités territoriales, on pourra peut-être en revenir, mais moi j'ai l'impression en ce moment que les collectivités sont de la chair à canon. Je pense que ça va créer une société à double vitesse, qu'on va encore accentuer les fractures. Et je suis très inquiète de beaucoup de dérives d'Emmanuel Macron. Moi, quand je vois Emmanuel Macron, j'ai l'impression d'entendre Bercy. Donc c'est Bercy. Bon. Alors c'est quelqu'un qui ne connaît pas le monde de la territoriale, qui ne connaît pas les collectivités, qui ne sait pas ce que c'est. Il n'a jamais été maire, il n'a jamais été élu de terrain. Mais je peux vous dire que ça se sent. Et qu'à force de nous assassiner comme il le fait, avec la réforme de la taxe d'habitation à venir, eh bien, on a beaucoup d'inquiétudes à se faire, notamment pour la relance de l'investissement. Principaux relanceurs d'investissement, c'est nous, c'est les collectivités locales. Ceux qui tiennent encore les services publics à bout de bras, ce sont les collectivités territoriales. Donc le système Macron,
Si c'est uniquement assouplir le code du travail, ça ne marchera pas. Il faut aussi réformer l'assurance chômage. Enfin, c'est tout un ensemble et j'attends de voir. Ce sont des réformes qui sont annoncées. Oui, mais je vous dis encore une fois, j'attends de voir. Et surtout, la façon, les méthodes utilisées, je trouve, sont extrêmement choquantes. Là, on a eu un décret au mois de juillet pour sucrer 300 millions d'euros de dotation aux collectivités locales et de dotation d'ailleurs vers le monde rural. C'est pas comme ça qu'on va aider le pays, alors qu'en plus, il venait de dire l'inverse quelques jours avant. Donc c'est quelqu'un qui Donc il y a une rupture de la confiance pour vous. Déjà, moi, je ne l'ai jamais eu. Quelqu'un qui ne parle jamais de son programme pendant toutes les élections. Oui. Lui, il était bien content qu'il y ait des affaires. Hein. Il n'a rien dit. Rien. Puis il a même découvert qu'il y avait un déficit. Nous, ça faisait quand même des mois qu'on disait que le budget était insincère. D'ailleurs, il y a même des sénateurs qui l'ont dit pendant le vote du budget au Sénat. Ils ont dit que l'héritage d'Hollande était biaisé. Nous, on a même dit à l'époque que sur les critères de Maastricht, on ne pouvait pas être à 3%, mais qu'on serait à 4,7%. On a dit, voilà, Fillon recule. Il ne reculait pas. Il disait, la première année, le vrai héritage, ce sera ça. Bon. Emmanuel Macron a menti, il a dissimulé et il n'a rien dit. Donc aujourd'hui, maintenant, cher ami, il va falloir gouverner. Mais on va rire. Romain Masneau, RCF. La fin du régime spécial des cheminots évoqué par Emmanuel Macron. Bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, moi, ça fait des années que je prends le train. Depuis le temps que la droite en parle, j'imagine que vous y êtes forcément favorable. C'est surtout en tant qu'usager. Parce que moi, si vous voulez, je prends le train depuis l'âge de 18 ans. J'en ai 39. Ça fait 21 ans que j'en ai ras-le-bol. Et franchement, c'est plus qu'espéré. Sur les emplois aidés... D'ailleurs, entre parenthèses, ce serait bien que les femmes et hommes politiques vivent comme tout le monde et prennent le train. Comme ça, ils verraient vraiment ce que ça fait. Sur les emplois aidés au sein des collectivités territoriales, est-ce que François Fillon n'aurait pas fait la même chose ? Si. Mais encore une fois, ce qui nous choque, nous, c'est la méthode. La méthode. Ça a été extrêmement brutal, ça a été balancé comme ça. Les emplois aidés, notamment dans certaines zones rurales, permettent à des personnes de retrouver un emploi. Et en tous les cas, ils étaient utiles à certaines collectivités. Après... Vous prenez les rapports de la Cour des comptes et vous regardez aussi sincèrement ce qui se passe sur le terrain. C'est extrêmement compliqué pour les personnes qui ont profité de ces emplois-là de retrouver un emploi pérenne. Voilà. D'ailleurs, il manque un énorme aspect dans les emplois aidés, c'est l'aspect formation. Donc je ne suis pas pour les emplois aidés. Mais supprimer ça radicalement comme il le fait, même si c'est progressif, je ne pense pas que ça aille dans le bon sens au niveau de la méthode. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Précisément, ces emplois aidés, vous en avez sans doute dans votre ville. Vous faites comment ? On en a quelques-uns, mais nous, on a privilégié plutôt les contrats en alternance. Ils sont plus formateurs. Voilà, pour nos jeunes. Et non, moi, le problème que j'ai sur ma commune, c'est qu'ils ont beaucoup titularisé. Donc, j'ai un gros mammouth. Vous voulez dire avant votre arrivée en 2014 mais même avant le premier tour, ce qui n'est pas normal. 3 semaines avant le premier tour, j'ai 77 pré-titularisations. Et il a fallu que je les titularise parce que moi, je respecte la loi et les rapports de stage étaient bons, donc je n'avais aucune raison de ne pas les titulariser. Mais ça pose de vrais problèmes. Après, encore une fois, moi, je n'ai pas le discours anti-fonctionnaire et je rends hommage à mes fonctionnaires, dont la plupart partent après 20 heures et font un travail formidable et subissent parfois les colibets et les anathèmes idiots sur la fonction publique. C'est quasiment un discours de gauche que vous tenez là, Florence Portelli. Pas du tout, c'est un discours juste respectueux. Oui, respectueux. Alors, Monsieur Lacroix. Je reviens sur une question plus partisane. On parle des collectivités locales. Il y a les élections sénatoriales qui arrivent là. Oui, le 24 septembre. Voilà. Est-ce que la droite peut conserver le Sénat selon vous ? Mais la droite doit conserver le Sénat, parce que là, si on ne conserve pas le Sénat, ça sera encore pire que les trahisons du mois de mai et du mois de juin. On a une base électorale extrêmement généreuse pour la droite, parce qu'on a conquis les villes très largement en 2014. Je suis des émanations de ces conquêtes différentes. On a fait un raz-de-marée au niveau des départements. C'était un peu moins... C'était déjà un signe, à mon avis, mais on a été un peu moins heureux sur les élections régionales. Donc Valérie Pécresse a un peu sauvé l'honneur. Mais avec une telle base électorale, si la droite ne gagne pas le Sénat et si on n'a pas une présidence de droite, ça voudrait dire vraiment que plus personne n'a beaucoup de valeur et de colonne vertébrale à droite. Ce serait très inquiétant. Ça veut dire des trahisons, concrètement ? Oui, mais je n'y crois pas, franchement. Et je pense d'ailleurs que la reconquête par la droite se fera aussi grâce aux collectivités locales et à cette nouvelle génération. C'est-à-dire que Macron va devoir payer le prix de sa méthode que vous fustigez par rapport aux collectivités locales. Moi, je suis sur une liste avec François Baroin pour les élections à l'AMF, l'Association des maires de France, et on va se battre. On va se battre pour défendre nos collègues contre les suppressions, notamment la suppression de la taxe d'habitation. Romain Masneau, RCF. Autre sujet, est-ce que vous craignez une rentrée universitaire difficile avec les 6000 bacheliers qui sont sans affectation toujours, la baisse des APL, le sujet de la sélection à l'université ?
Parce que On Jean-Michel parle pas de Blanquer sélection, on parle de prérequis aujourd'hui. Voilà. Florence Portelli. Alors, la baisse entre nous de l'APL par rapport aux étudiants, j'ai trouvé que c'était mesquin. Et la position de Darmanin et sa façon d'en parler, vraiment, il y a une arrogance et un mépris des situations. Vraiment, vous ne les supportez plus, hein, vos anciens amis. Bon, Oui. si tant est qu'on nous ayons été amis. D'accord. Ok. On était amis, mais bon. Ça, mais lorsque le président Macron dit que l'université n'est pas pour tout le monde, François Fillon l'aurait dit. Non, mais c'est vrai qu'il y a un problème de sélection à l'université, mais il y a un problème de sélection bien avant l'université. Oui. Et c'est hélas parfois des nids à chômage des universités françaises, même si moi j'ai une grande affection pour le monde universitaire, on apprend à réfléchir et pas Votre à ingurgiter. Votre père était universitaire. Voilà, moi j'ai fait des études de droit à ça, et au moins, ça m'a appris à raisonner. Ce qui s'est passé avec les 6000 étudiants putatifs qui n'ont pas trouvé de place, c'est absolument inadmissible. Et là encore, ce qui est frappant, c'est qu'ils semblent découvrir le problème, alors que nous, on en avait parlé pendant les élections présidentielles. Après, il y a un problème déjà de mentalité qui vient bien avant l'université. C'est la place qu'on fait à ceux qui ne suivent pas un bac général, qui n'ont pas forcément une appétence pour ces sujets-là. C'est pas honteux. C'est pas parce que vous avez fait d'ailleurs l'ENA que vous êtes forcément plus intelligent que quelqu'un qui est, je sais pas moi, ébéniste. Là-dessus, vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, Florence Portelli? Je ne sais pas si je suis d'accord avec lui, parce qu'il a beaucoup blablaté depuis peu, mais je ne l'ai pas vu proposer quoi que ce soit, et notamment sur le problème du collège unique, sur le problème de la formation. On nous demande aussi plus de pouvoir aux régions pour l'apprentissage, pour la formation, que ce soit réellement décentralisé. Donc j'attends de voir. Alain Baron. Les premières réformes annoncées par M. Blanquer, ministre de l'Éducation, vont dans le bon sens? Oui, mais d'ailleurs, M. Blanquer est un excellent ministre de droite qui devait être probablement ministre de l'Éducation sous François Fillon, ou même Nicolas Sarkozy l'avait envisagé quand il était candidat à la primaire. Donc la porte lui était déjà ouverte. Donc lui n'est pas un traître, Florence Portelli? Jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'il n'est pas membre des Républicains. D'accord. Il n'a signé aucun engagement, donc il est libre. C'est le seul ministre qui trouve grâce à vos yeux? Totalement. Sans restriction aucune? Sans restriction aucune, oui. Le gouvernement, Laurent Boissieu. Si vous avez été député, vous seriez abstenu ou vous auriez voté contre la confiance au gouvernement Contre la confiance. C'est un gouvernement qui va mettre à mort les collectivités territoriales. Comment voudriez-vous que je vote la confiance? C'est impossible. Je ne partage pas leurs idées. Et la façon, d'ailleurs, on parle de l'élection des députés, la façon dont même on a considéré le Parlement en faisant des castings bizarroïdes pour essayer de se trouver des femmes et hommes politiques sortis un peu de nulle part, me choque profondément. La majorité du groupe Les Républicains, donc son président, s'est abstenu, n'a pas voté contre. Moi, je trouve que c'est regrettable. Que ça brouille les lignes et qu'on ne peut pas être dans l'opposition systématique, c'est idiot. Mais d'ailleurs, on ne l'a jamais été. Même du temps de François Hollande, les textes ont été votés par les parlementaires républicains. Mais il y a un moment, être différent, c'est bien. Je pense que prôner l'altérité, c'est bien. Avoir des idées différentes, c'est sain. Et le pluralisme d'opinion en démocratie, c'est essentiel. Sinon, c'est qu'on n'est pas en démocratie, on est en dictature. Très bien, on a encore beaucoup de questions à vous poser, Florence Portelli. Nous avons marqué une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que vous êtes candidate à la présidence des Républicains. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face aux Chrétiens pour cette dernière partie de l'émission avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée est Florence Portelli, candidate à la présidence des Républicains et maire de Taverny dans le Val d'Oise. Elle est interrogée par Laurent Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Une de vos passions, c'est la culture, la musique en particulier. Frédéric Mounier le rappelait au début de l'émission, vous êtes présidente de l'Orchestre national d'Île-de-France. Quelle devrait être la ligne politique de LR en matière culturelle? Florence Portelli. Bon, déjà, je pense que c'est un leurre et une idiotie de croire que la culture coûte cher. Elle coûte cher si on gère mal, elle coûte cher si on fait du copinage, comme ça a été le cas souvent. D'ailleurs, Valérie Pécresse qui augmente le budget culture à la région, en même temps on fait du nettoyage, parce qu'il y avait des subventions qui étaient données de manière un peu clientéliste. Donc il y a des dérives comme dans tout système. Mais la culture, déjà, peut être génératrice d'emplois. Rien que dans le cinéma,
On génère presque plus de création d'emplois que dans l'automobile, ce qui c'est peu. Les intermittents du spectacle, François Fillon n'était pas trop pour ce régime spécial. Non, au contraire, il n'y touchait pas. Oui, il n'y touchait pas. Mais le problème des intermittents du spectacle, c'est on peut brocarder certaines dérives, mais elles viennent aussi parfois, par exemple, dans le monde de la télévision, il y a eu des abus où les patrons de services publics sont jouer sur l'intermittence pour faire des économies. Donc je pense qu'il ne faut pas caricaturer. Et après, la culture et notamment l'enseignement artistique, moi j'y suis extrêmement attachée. Dans ma commune, on a commencé un programme qui démarre pour les femmes enceintes, qui continue à la crèche, en maternelle, à l'école, au collège et au lycée. Et je suis persuadée, on crée des classes orchestres dans tous les quartiers, mais aussi dans les quartiers populaires. Et un enfant, avec la Philharmonie aussi de Paris, on a un partenariat. Je suis persuadée qu'un enfant qui apprend à jouer avec d'autres, qui apprend à respecter les autres, qui apprend à se cultiver, qui apprend à se valoriser, à acquérir une certaine dignité, en même temps une rigueur, cet enfant-là a plus de chances qu'un autre. Donc la rentrée scolaire en musique sous l'égide de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, et du ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, pour vous c'est bien? Pour moi, c'est de l'affichage. Bon, déjà, il y a eu le Pass Culture. Le Pass Culture, on pourrait se dire, ça part d'une bonne intention, c'est démocratiser la culture et donner des moyens à des jeunes de 18 ans d'accéder à la culture. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas été éduqué avant, ça ne marche pas comme ça. Le truc automatique, c'est pas ça, c'est pas une politique culturelle. Donc encore une fois, moi je pense que l'enseignement artistique c'est très important et que la réforme des rythmes scolaires pour ça a été un grand raté. Bon, ça a été un grand raté déjà parce que ça a été imposé verticalement, arbitrairement, comme d'ailleurs sa suppression possible. Le décret qui sort au mois de juillet pour la rentrée de septembre, c'était complètement idiot. La réforme des rythmes scolaires, c'était inégal au niveau des territoires. Mais en revanche, réfléchir à intégrer la culture à l'école, ça, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, moi, j'avais une proposition toute simple. Les 3/4 des équipements scolaires datent des années 70 ou 80. Je ne connais pratiquement pas un maire qui ne soit pas obligé à un moment de retaper une école, voire à cause des réformes de cartes scolaires, de refaire un ensemble scolaire. Moi, ce que je propose, c'est qu'on aide les communes, comme on l'a fait dans le Grenelle de l'environnement sur les mesures environnementales, que quand on intègre un dispositif culturel, conservatoire, une école de musique dans une école, il y ait une aide qui soit apportée aux communes. Laurent de Boissieu, La Croix. Vous êtes entré en politique en militant avec Philippe Séguin contre le traité de Maastricht. Aujourd'hui, quelle est votre position sur l'Europe? Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'intégration européenne ou au contraire, vous pensez qu'on est allé trop loin et qu'il faut revenir un peu en arrière? Florence Portelli. Moi, j'étais d'accord avec Philippe Séguin quand il disait « Je ne suis pas pour l'Europe des États-Unis, mais pour l'Europe unie des nations ». Et j'étais d'accord avec Philippe Séguin parce que je suis une idéaliste en matière européenne. Et j'ai toujours les textes de Victor Hugo sur ma table de chevet concernant l'Europe. Donc être anti-Maastricht n'était pas être anti-européen pour moi. C'était au contraire l'être. Mais une Europe qui ne gomme pas les différences, qui ne soit pas uniformisante, technocratique, dictatoriale d'une certaine façon. Et puis surtout, l'Europe actuelle, c'est une Europe qui est très étrangère à nos traditions et à notre droit. C'est un droit anglo-saxon, basé surtout sur la pratique de la common law. Ce n'est pas du tout notre droit romano-germanique. Donc ça pose des tas de questions. C'est un droit qui s'applique de manière arbitraire et c'est un fonctionnement qui n'est pas du tout démocratique. Alors, et qui souvent se fait au mépris des peuples et des nations. Bien, je crois déjà qu'il faut réduire la base de gouvernance de l'Europe. Mais ça, je crois qu'on est un certain nombre à être d'accord là-dessus. Sur les 6 pays d'origine. Mais oui, et surtout... ne plus se prosterner face à Bruxelles comme on l'a fait et être très ferme en matière de souveraineté nationale. Il y a des choses sur lesquelles on peut être d'accord. L'harmonisation fiscale, ça pourrait aller dans le bon sens. Qui est attendu. Avoir une vraie politique migratoire commune. Elle est prônée depuis le début des années 80. Quand on a fait un marché unique, on a dit on va mettre en concurrence les États, fiscalement et socialement. Donc forcément, parce qu'on n'a pas fait d'Europe. Personne ne l'a fait. Mais parce qu'on n'a pas, vous ne pouvez pas partir de ça et après aller vers l'Europe politique. On a tout fait à l'envers. Et en plus, on l'a fait au détriment des peuples. Donc, la question européenne, d'ailleurs, c'est un vrai sujet. On vit dans un monde où il y a des menaces nucléaires, on l'a vu avec la Corée du Nord, où il y a des régimes autoritaires de plus en plus présents. Et nous, on peut, avec nos petits bras musclés, dire voilà la marche du monde à suivre. C'est pas au niveau européen que ça se joue. C'est pas au niveau européen. Bien sûr, mais c'est pas ce que je vous dis. Mais c'est pas en gommant les différences et en oubliant ce que sont les peuples, en gommant nos identités et nos cultures, ce qui est parfois la tentation totalitaire de l'Europe actuelle. Mais si je le dis encore une fois, oui, même si encore une fois, moi je suis pro-européenne, mais pas celle-là, pas cette Europe bureaucratique. Je pense qu'en méprisant les peuples, c'est comme ça après qu'on arrive à des populations qui sont complètement déboussolées, qui ne savent plus qui elles sont. Et la question de l'identité, ça passe aussi pour moi par là.
Concrètement, Alain, vous parlez de souveraineté, oui, mais si on veut être vraiment souverainiste, on revient au franc et il n'y a plus d'euros. Non, pas du tout. Non. Je vous parle d'un juste milieu. Donc moi, je ne suis pas dans la caricature et on ne peut pas revenir au franc. Il n'y a pas un économiste sérieux qui vous dira qu'on peut... Non, on ne peut pas. Pour moi, c'est du on peut fatalisme pas. en politique, ça. Non, c'est du réalisme. Je suis une euro-réaliste. Et d'ailleurs, Philippe Séguin ne réclamait pas le fait qu'on revienne au franc. Alain Baron, Radio Oui. Notre-Dame. Il y a aussi un drame auquel est confrontée l'Europe depuis un certain nombre d'années, c'est les migrations. Vous pensez que l'Europe agit suffisamment et vous, en tant qu'élu local, comment vous faites? Je rappelle les propositions d'Emmanuel Macron qui propose à l'Europe de trier en amont et puis de renvoyer les gens dans leur pays. Qu'est-ce que vous en dites, Florence Portelli? Oui, ça c'est joli. Mais concrètement, on fait comment? Et je pense déjà qu'il faudrait réformer Schengen, qui a des beaucoup plus importantes à faire. C'est aussi d'élargir l'Europe et avoir une politique migratoire commune digne de ce nom. En tant que maire, vous me demandez comment ça se passe sur ma commune. Donc, quand on a eu justement la politique d'accueil des migrants, une des premières choses que j'ai dites au préfet, c'était très bien, moi je veux bien accueillir des gens réellement demandeurs d'asile, etc. Mais ceux qui ne le sont pas, qui seront déboutés, ils sont évidemment expulsés. C'est le problème de la reconduite. Voilà. Et là, on m'a dit, ah bah oui, mais là, vous comprenez, ça va être compliqué. Puis parfois, ils sont après dans la nature, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et dans la commune, une des communes voisines de la mienne, Hermont, il y a un foyer à Doma où il y a des gens déboutés du droit d'asile depuis plus de 20 ans. Et le problème, c'est ça. Donc moi, je l'attends, ma générosité est réelle, et puis surtout le respect des personnes. Je crois que parfois, on en parle. Du coup, vous avez accueilli des migrants sur Taverny? Non, du coup, non, puisque j'avais aucune garantie. Et puis, c'est pareil. Moi, je respecte l'autre. Je respecte mon prochain. La définition de mon prochain est très vaste, parce que mon prochain, c'est à la fois le migrant en difficulté, mais c'est aussi l'habitant de ma commune en difficulté, que je ne vais pas priver d'un logement pour aller le donner à quelqu'un qui va être débouté du droit d'asile. Donc je crois qu'en matière de politique migratoire, il faut avoir aussi une notion d'équité et de justice. Et moi, en tous les cas, c'est personnellement ma boussole. Romain Masneau, RCF. Donald Trump a encore secoué la planète cet été avec ses propos sur Charlottesville, sur la Corée du Nord, enfin sur beaucoup d'événements. Est-ce que c'est possible de nouer une relation transatlantique solide avec un partenaire aussi imprévisible? Est-ce que François Fillon aurait reçu Donald Trump? Déjà, on l'aurait reçu parce que les États-Unis sont nos alliés et heureusement qu'ils étaient là pendant la Seconde Guerre mondiale et en aucun cas, ça aurait être digne de siéger nos amis américains. Après Donald Trump, qui est le comble de l'élégance et de la classe, c'est vrai que sur le plan de la politique internationale pose de graves et réelles difficultés, mais enfin, il faut bien faire avec lui. Après, on peut faire avec lui tout en étant ferme sur nos positions. Et puis après, il faudra voir, mais ça, moi, je suis pas devin et je ne vis pas aux États-Unis, s'il tiendra tout son mandat. C'est une question pour vous. Ah oui, ça, c'est une vraie question. Oui. Laurent de Boissieu-Lacroix. À propos de mandat, autrefois, on parlait du RPR. Le RPR a été calqué sur l'organisation de la France. C'est-à-dire que le président du RPR a vocation à être candidat à la présidence de la République. Est-ce que les présidents des Républicains, aujourd'hui, a vocation à être candidat en 2022 de la droite à la présidence de la République? Florence Portelli. En tous les cas, moi, si je suis présidente des Républicains, j'ai bon espoir de l'être, ce n'est pas un tremplin, contrairement peut-être à d'autres. Moi, je ne vise pas la présidence de la République, je vise le travail passionnant de refondation intellectuelle d'un parti en souffrance qui n'a plus de ligne depuis longtemps et la démocratisation pour redonner aux militants l'envie de militer dans ce parti. Franchement, la présidence de la République, je laisse ça à d'autres et je serais curieuse de savoir si c'est la volonté des autres candidats. Donc votre but, c'est de refonder le parti, seulement le parti. Exactement. D'accord. Alain Baron, et de rester maire de Taverny parce que c'est le plus beau des mandats. Et d'ailleurs, j'avais refusé à l'époque, on nous prédisait la victoire, j'avais refusé de partir aux législatives. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Sur les législatives, il y a une réforme qui est annoncée déjà. Elle va dans le bon sens, de limiter le nombre de députés. Alors, limiter le nombre de députés, oui, si après on leur donne plus de moyens, ce qui n'est pas le cas, si on ne s'assoit pas sur le rôle du Parlement, si on respecte le contre-pouvoir, ce qui ne semble pas être le cas de M. Macron. Donc oui, dans le principe, on verra après dans la façon réellement de traiter l'ensemble. On sent que sur bon nombre de sujets, par rapport à la politique d'Emmanuel Macron, vous êtes quand même d'accord sur un certain nombre de points, mais non, je suis pas d'accord souvent sur réticente sur la méthode. Ah non, mais pas que sur la méthode. La réforme de la taxe d'habitation, je trouve ça dramatique. Voilà. Vous savez, interdire à des communes de voter les taux, mais ça veut dire tuer les collectivités territoriales. Ça veut dire nier le rôle des collectivités territoriales. Alors ça, c'est un rapport de Bercy qui sort pour chaque président. C'est une ligne Ils rouge avaient pour tenté vous. avec Nicolas Sarkozy, qui leur a dit évidemment non.
ont tenté après avec François Hollande, qui a fini par dire, je demandais l'avis du maire de Tulle, qui lui a dit que c'était pas une bonne idée. Et là, on a quelqu'un qui n'a jamais été élu local, qui ne sait pas ce que c'est, et qui est en train de s'engouffrer là-dedans. Je trouve ça particulièrement inquiétant. Je peux vous dire que vraiment, j'ai une hostilité profonde à ce qui est en train de se faire au niveau des collectivités locales et donc au niveau des Français. Parce que les collectivités territoriales, c'est vraiment nous, les maires, on est l'échelon le plus proche des gens. C'est grâce à nous qu'il y a des écoles retapées. C'est nous maintenant qui assurons une grande partie de la sécurité. C'est nous qui assurons tout ce qui est urbanisme, voirie. Développement économique au niveau des agglomérations. Donc nous mettre à mort, c'est criminel pour ce pays. C'est une mise à mort pour vous. Oui. Laurent de Boissieu-Lacroix. Pour les contribuables, ça serait très bien que la taxe d'habitation est très inégalitaire, pour des raisons historiques ou de différences de communes. Et donc ils savent très bien en effet que c'est un impôt qui est très difficile. Il suffit de déménager une commune sur l'autre et on voit très bien que les habitations explosent ou diminuent sans raison valable par rapport à l'habitation. Oui, l'habitation, oui, c'est par rapport à la richesse aussi de la commune et de la valeur locative, mais justement, si vous assassinez encore plus les communes et que d'autres s'en sortent mieux que d'autres, ça ne va pas arranger tout cela. Mais la taxe d'habitation, à chaque fois, on a l'impression que les politiques en parlent de manière détachée. Moi, je la paye, je suis contribuable. Donc, je paye ma taxe d'habitation et à chaque fois qu'arrive le mois de novembre, mon pouvoir d'achat en prend un coup. Donc, en tant que contribuable, je ne suis pas ravie de payer la taxe d'habitation. Et c'est vrai que c'est un impôt qui pose des difficultés qui déjà n'est pas payé par tout le monde. Mais là, tel qu'il est prévu, ce qu'il faudrait, c'est une réforme globale de la fiscalité locale. Et ça, c'est quelque chose que nous appelons de nos voeux. Et que d'ailleurs, avec François Baroin, nous appelons de nos voeux. Et ça demande un vrai travail de fond. D'ailleurs, les impôts locaux, c'est la poubelle des anciens impôts de l'État. Donc, il y a une vraie réforme à faire au niveau de la fiscalité locale. Mais pas comme ça. Et surtout, excusez-moi, la compensation. La première année, on vous compense intégralement. La deuxième année, vous êtes déjà victime du gel. Vous avez déjà 30% en moins. Et puis l'année d'après, vous avez une épitaphe, si gîte votre compensation, vous n'avez plus rien. Il faudra m'expliquer moi, comment je boucle mon budget. Chez moi, la taxe foncière et la taxe d'habitation, c'est 14 millions. Sur un budget de Sur un budget de 35 millions. Okay. Nous arrivons au terme de cette édition de Face aux Chrétiens. Une dernière question de Romain Mazneau, RCF. On n'a pas encore parlé d'écologie. Nicolas Hulot a présenté un projet pour mettre fin totalement aux énergies fossiles d'ici 2040. Alors c'est symbolique parce que la France produit 1% de pétrole par rapport à ses besoins, mais est-ce que c'est un symbole important quand même ? Florence Portelli. Alors, moi, je suis triste que la droite ne se soit pas plutôt emparée du sujet écologique. Et je pense que là-dessus, nous avons aussi un grand travail à faire. Et d'ailleurs, quand on voit en Allemagne ce qui s'est fait au niveau de la croissance verte, c'est en plus des secteurs qui sont porteurs d'emploi. Donc moi, je compte vraiment à ce que la droite soit pionnière en matière d'écologie, mais pas d'écologie punitive, comme on a eu le cas avant, ou alors avec un parti écologique qui faisait tout sauf de l'écologie, qui nous a fait des lois de logement absolument impossibles à tenir sur nos territoires. En revanche, moi, ce que j'observe, c'est que Nicolas Hulot fait partie du casting. On vous met des gens. Alors, Nicolas Hulot, ça fait bien, c'est Ushuaïa, il est sympa, il est populaire. Pour le moment, je trouve qu'on n'entend pas beaucoup et que quand on l'entend, parfois, c'est pour s'asseoir sur ses principes. Et que si c'est ça l'écologie, voilà, on est dans le Macron, on fait de la com. Est-ce que Fillon voulait enlever le principe de précaution de la charte de l'environnement ? Est-ce que vous conservez le principe de précaution ou non ? Non, je pense en effet qu'il faut revenir sur le principe de précaution. Mais à côté de cela, moi, je pense sincèrement que sur le plan écologique, la droite avait un programme qui était très tiède. Très bien. Écoutez, nous sommes au terme de cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invitée était Florence Portelli, candidate à la présidence des Républicains, laquelle élection aura lieu les 10 et 17 décembre. Notre invitée la semaine prochaine sera Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, elle-même députée En Marche. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver cette édition sur les sites de La Croix, de KTO, de Radio Notre-Dame et de RCF. Bonne rentrée à tous.